Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul Flawen, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Alors, une thématique très très intéressante aujourd'hui, parce qu'on sait que pour beaucoup d'entre vous, réussir sa carrière professionnelle est un objectif de vie. Donc, à l'instar de l'épanouissement personnel, hein, la réussite professionnelle engendre du bonheur, du bien-être et de la satisfaction. Donc, atteindre ces objectifs nécessite de passer par différentes étapes, de faire un travail sur soi-même, de s'interroger et de valoriser son potentiel pour aller au-delà de ses limites. Donc, afin d'analyser ces étapes et comprendre en fait comment réussir sa carrière professionnelle, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Rabah Mesloub, qui est DRH dans une grande entreprise. Marhaba bik Rabah et merci beaucoup de ton temps. Voilà. Alors là, pour le moment, on a beaucoup de personnes qui sont connectées. Donc, je les invite, le temps de l'intervention de Monsieur Rabah Mesloub, de noter leurs questions et leurs attentes par rapport à ce webinaire. Et nous répondrons à toutes leurs questions à la fin de votre intervention, Rabah. Très bien, donc ça va forcément être articulé de la sorte, puisqu'il va falloir, j'allais dire, exposer un minimum de notions, un minimum d'informations autour de la thématique du jour. Donc, la thématique du jour, c'est le développement de RH sur le plan de la carrière professionnelle. Donc tout d'abord, c'est quoi une carrière professionnelle? Une carrière professionnelle, elle naît quand on signe son premier contrat de travail ou même on s'engage à faire une quelconque mission ou tâche pour une tierce personne. Donc, c'est là on va dire que officiellement une carrière professionnelle commence. Même si ce n'est pas dans notre domaine, même si on est primo-demandeur, même si on est étudiant, même si on est juste à la recherche d'un emploi. Donc, c'est à partir de ce premier point de départ que commence notre carrière professionnelle. Maintenant, sur un autre plan, donc cette carrière professionnelle, il faut d'abord qu'elle soit bien perçue par l'individu. Comment? C'est en ayant une vision. En ayant une vision, comment est-ce que généralement on a une vision sur quelque chose? C'est en se projetant, c'est-à-dire il faut avoir toujours la faculté de se projeter. Pourquoi? Parce que pour choisir nos études, on s'est projeté. Pour choisir n'importe quoi maintenant dans la vie, on se projette, on se voit de prime abord comment on va anticiper pour bien gérer cette chose-là. Donc, et une carrière professionnelle, quand bien même on se repose sur ses prérequis, donc on ne dit pas carrière professionnelle comme ça pour dire carrière professionnelle. Hein. Donc, celui qui a fait des études en finance, il se voit comme financier. Celui qui a fait des études en ressources humaines, il se voit comme cadre ressources humaines. Celui qui a fait des études en marketing, il se voit comme marketeur. Celui qui a fait des études commerciales, il se voit comme commercial, et ainsi de suite. Maintenant, ensuite, l'avancement dans la carrière même, ben, ça passe forcément par ce qu'on appelle des sources de légitimité. Les sources de légitimité, c'est quoi dans une carrière? Quand on est en poste et on veut aller plus loin. Donc, ça, c'est très, très important. Et les sources de légitimité, au fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la première qui est basée sur l'expertise, donc les prérequis théoriques et pratiques qu'on cumule à travers les années de carrière, ou même les prérequis qu'on a acquis à travers nos études quand on est primo-demandeur, parce que là aussi, c'est très important de situer nos chers, on va les appeler apprenants, même si peut-être ce n'est pas le terme approprié. Il y a aussi l'ancienneté, la légitimité d'ancienneté dans une activité donnée. Donc, moi, je ne suis pas né RH, hein, c'est avec le temps que j'ai développé mon expertise. Donc, il faut toujours
donner du temps à quelque chose pour la maturer et la mûrir. Et bien sûr, il y a une légitimité hiérarchique. On se fait toujours évaluer par un responsable ou par un entourage. Donc, ça aussi, c'est très important. Et bien sûr, le management en général, donc c'est là où on évolue tous. Donc, pour revenir à la démarche vision, donc c'est très très important de nos jours. Quand on opte pour des études en finance ou on commence sa carrière en tant que cadre financier ou en tant que jeune cadre financier ou en tant que junior en finance, il faut se donner le temps qu'il faut pour évoluer pour obtenir de l'expertise, parce que l'expertise s'acquiert, donc il faut vivre des situations, il faut gérer les dossiers, il faut prendre en charge des dossiers, il faut gérer des situations peut-être où il y a un malentendu, où il y a un conflit, où il y a une quelconque problématique qui, par la suite, on en sort avec un minimum de maîtrise, parce que et c'est comme ça, petit à petit, on développe sa vision et on est dans cette optique où on se voit, on se donne 8, 10 ans, 12 ans peut-être pour être CFO, par exemple, pour être DFC. Et c'est comme ça pour tous les métiers. Donc, le facteur temps est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il faut toujours se donner les bons atouts pour avancer dans sa carrière. Si on ne se donne pas les bons atouts, on va quelque part passer à côté de certaines choses essentielles pour maturer son profil. Pourquoi? Parce que en construisant cette vision, ensuite, si vous voulez, on peaufine notre profil professionnel. Et donc, à travers ce profil, on se crée ce chemin qui par la suite, on peut entreprendre. Voilà pour le volet, l'importance d'avoir une vision des carrières. Maintenant, pour revenir à tout ce qui est développement personnel. Pourquoi? Parce que ça va aussi comment on dit, d'une volonté personnelle. Personne ne va venir demain vous pousser derrière et vous dire attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, faites attention. Il faut prendre conscience qu'il faut, dans le cadre du développement personnel, se projeter et vouloir à chaque fois, c'est-à-dire s'attabler pour prendre de nouvelles responsabilités, se perfectionner davantage, affirmer sa communication, gérer ses émotions. Quand il y a 1, 2, 3 dossiers sur la table, on commence j'allais dire, à paniquer, et donc on agit par ordre de priorité, on agit par ordre généralement par ordre de priorité pour gérer les dossiers. Donc, affirmer son leadership. Pourquoi? Parce qu'on commence généralement tous petits, comme on dit, et ensuite on grossit petit à petit et on se ferait son chemin. Il faut aussi se dire que dans toute cette vision, il faut toujours se préparer à avoir des couacs. Les couacs, c'est quoi? Des fois, c'est des conflits. Il faut se le dire. C'est des conflits, que ce soit avec les collègues, avec les collaborateurs ou avec ses responsables hiérarchiques. Et là aussi, à chaque fois, il faut savoir se remettre en cause pour aller de l'avant. Donc, dans tout ça, le mot d'ordre qui revient, c'est avoir cette vision-là pour aller de l'avant et pour
se projeter à chaque fois qu'on est dans une position. Donc, quand on est primo-demandeur, on table sur nos atouts en tant que primo-demandeur. Donc, c'est ses travaux de fin d'études, c'est ses traits de caractère, c'est son dynamisme, sa volonté d'aller de l'avant, sa volonté de décrocher un job. C'est tout ça, les grands atouts et les critères qu'on attend, nous, comme recruteurs. En tant que recruteurs, c'est ce qu'on attend des jeunes diplômés. On attend que les gens, c'est-à-dire le jeune diplômé, sache où il va. Pourquoi est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il postule? Pourquoi est-ce qu'il rentre pour un entretien? C'est-à-dire, la démarche, c'est que, quand bien même on explique, on met les gens dans le contexte et tout, mais se préparer, c'est aussi extrêmement important. Donc voilà un peu pour, dans un premier temps, tout ce qui concerne, enfin, un petit aperçu d'avoir une vision sur sa carrière et pour développer sa carrière. Bon. Donc, l'environnement de l'entreprise, donc l'environnement où évolue l'individu, c'est un environnement concurrentiel. C'est un environnement où il y a un marché donné, donc il y a l'offre et la demande. Donc on est client au fournisseur, donc tout dépend de notre position. Donc c'est un petit peu ça l'environnement de l'entreprise. L'organisation, on est situé dans un point, dans une case, dans une organisation donnée. Donc sans rentrer dans les détails bien sûr, parce que c'est pas le but. Le climat social, ça c'est aussi important. En tant qu'être humain, nous, on interagit, on agit, on échange, il y a des frictions, il y a et c'est comme ça qu'on gère au quotidien et qu'on s'affirme dans un climat donné. Donc bien sûr, les ressources, c'est tous les acteurs qui interagissent dans l'environnement avec leurs compétences, avec leurs qualifications, avec leur spécificité. Donc, on a des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et donc tout ça, c'est l'environnement où agit, où je vis au quotidien l'individu. Donc, dans tout ça, l'organisation elle-même, elle se développe. Donc dans cette dynamique de développement de l'organisation, l'individu, il doit se situer, il doit s'affirmer. Donc, les outils de développement de nos jours, à travers toutes les politiques RH, généralement, c'est tout ce qui est formation en entreprise. Donc, on est formé pour faire des entretiens en entreprise, on est formé pour évaluer des gens, on est formé pour s'adresser aux gens, à ses collaborateurs ou à autrui. Donc, il y a l'entretien d'évaluation dans certaines organisations qui vient un petit peu, si vous voulez, situer la personne par rapport à ses points forts et ses points d'amélioration. Et bien sûr, la personne, elle est appelée à être mobile. Pourquoi? Parce que les métiers de nos jours sont tellement volatiles qu'on doit constamment se préparer pour d'éventuelles mobilités. Donc, si on est dans un palier ressources humaines, on ne peut pas rester recruteur toute sa carrière, ça c'est impossible. On ne peut pas rester dans le développement toute sa carrière, c'est impossible. On ne peut pas faire de la formation toute sa carrière, c'est impossible. On ne peut pas faire de la gestion administrative ou de la paye toute sa carrière, parce que de nos jours, on encourage la polyvalence dans la ligne métier, c'est-à-dire pour que les gens maîtrisent davantage leur métier, et idem pour les finances. On ne peut pas être comptable toute sa vie. On est appelé à faire de l'analyse, on est appelé à faire des reportings, on est appelé à faire de la gestion de trésorerie. Et c'est comme ça que, bien sûr, avec les nouvelles normes IAS-IFRS, la notion de comptable d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 20 ans.
Ça, c'était juste pour donner quelques exemples pour dire que l'individu évolue dans un environnement évolutif, l'entreprise se développe, donc tout le personnel doit s'adapter au développement de l'entreprise. Donc, dans tout ça, les personnes doivent savoir se projeter, doivent savoir ce qu'elles veulent. Donc, en matière de gestion prévisionnelle RH, juste comme ça, un petit aperçu aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a les effectifs, il y a la courbe de Gauss, donc tout le monde, on ne peut pas ne pas vieillir, on ne peut pas ne pas avoir de décès dans une entreprise, on ne peut pas ne pas avoir d'accident, on ne peut pas ne pas se marier, on ne peut pas ne pas avoir des enfants, on ne peut pas ne pas… Ça, c'est l'humain, ça, c'est l'humain. Tout ça requiert une gestion et bien sûr, il y a forcément derrière de la mobilité, des remplacements, des départs, des arrivées. Et donc, cet environnement-là, il est caractérisé par des entrées et des sorties. Il y a aussi le volet compétences. Donc, j'ai déjà entamé en disant que les métiers évoluent. Maintenant, on ne peut plus entreprendre un quelconque métier sans penser à la partie digitale, sans penser à la partie informatique. Pourquoi? Parce que tout est informatisé, tout est donc dans les prérequis qu'on demande à nos jeunes recrues ou à nos candidats, c'est d'avoir des notions en informatique et d'avoir des notions en tout ce qui est maîtrise de l'outil. Donc, et ça, c'est pour développer au fait ces capacités individuelles, parce que avant tout, on recrute le potentiel que vous, en tant que candidat ou en tant que futur candidat ou en tant que quelqu'un qui est en poste et qui cherche à évoluer dans son entreprise, c'est-à-dire cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc, les trajectoires sont multiples et il faut toujours canaliser tout ça pour qu'il y ait une maîtrise au niveau de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir ce qu'on appelle des plans de développement pour chaque individu à part entière. C'est-à-dire que, mis à part le développement des structures, il faut aussi avoir la trajectoire professionnelle qui concerne un individu par rapport à sa structure. C'est pour ça que les organisations les plus développées préparent déjà les plans de relève, préparent ce qu'on appelle les backups des gens, avant même que ces gens-là, pensent à partir de l'entreprise. Donc, on est toujours dans l'optique planification. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours passer par la case planification. Ensuite, on décide de quoi faire. On décide quoi faire. Quand on décide quoi faire, on exécute nos décisions, on les met en place. Ensuite, on revient si vous voulez, à faire des évaluations de toutes les actions qui ont été menées pour ensuite revenir à la case planification à nouveau. Et c'est comme ça, c'est toujours à travers ces étapes que on se projette où on va et on évalue la pertinence de nos décisions pour ensuite reprendre le fil et reprendre les choses en main telles qu'elles étaient au préalable. Donc, dans une optique de planification des ressources humaines, pourquoi? Parce que c'est la thématique. Donc, pour rester dans notre ligne directrice, on fait tout le temps de l'identification en première phase. On décrit les choses, on décrit les situations au travail, on décrit les compétences de chaque emploi. Comme ça, on se situe. Donc, on fait un inventaire de tous les emplois et des métiers qu'on a.
donc en quantité, en qualité. Et en phase 2, on les projette. On les projette si ces individus, avec leurs emplois, leurs qualifications et leurs prérequis, pourront se projeter à moyen, à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que ces personnes-là, dans l'organisation, comment est-ce qu'elles vont évoluer? Donc, justement, excuse-moi, Rabah, oui, est-ce que durant cette identification, est-ce oui, qu'on prend aussi en compte les envies des collaborateurs? oui, bien sûr, D'accord. bien sûr, en entretien individuel, on prend toujours en considération cet aspect-là. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que les aspirations des uns et des autres, tout démarre des aspirations des uns et des autres. Les meilleures organisations, c'est celles qui écoutent les aspirations de leurs employés. Pourquoi? Parce qu'on a beau mettre les gens dans le meilleur environnement possible, mais si on ne gagne pas leur adhésion, on échoue quelque part. Exactement. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions ou tu veux que Exactement. Non, 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 je pense que oui, oui. Oui, donc durant la période où on évalue le travail de la personne et où on essaye de la projeter, on Oui, prend aussi en compte durant l'entretien individuel les aspirations de cette personne. oui. Et donc à ce moment-là, tu vas juxtaposer les envies et les compétences de cette personne-là pour évoluer dans sa carrière. J'ai eu à avoir des gens, des personnes dans un entretien individuel, que ce soit dans le commercial ou dans le marketing ou dans les opérations, qui vous disent carrément, un ingénieur qui vous dit, écoutez, moi, je peux encore faire ce travail pendant l'exercice à venir. Mais Oui. au-delà, si je n'ai pas d'ouverture, si je n'ai pas une autre perspective, je vais voir ailleurs. Il vous le dit en plein entretien individuel, c'est-à-dire que vous êtes déjà fixé sur l'avenir de cet individu, c'est-à-dire cette personne. C'est dire que c'est prendre en considération les aspirations, notamment quand elles sont ciblées. Hein. Maintenant, vous êtes dans le domaine hydraulique, vous avez un ingénieur hydraulique qui vous dit que je peux encore travailler dans cette station pendant un laps de temps pour ensuite. Mais attention, c'est très subtil comme retour sur d'information. D'accord. Donc après la projection en qualité et en quantité, donc on analyse. Et c'est là que, si vous voulez, le profilement du travail se fait. Pourquoi? Parce que on fait attention on fait ce qu'on appelle la gestion par les scénarios. Donc, on fait des scénarios A, B, C, D, voire plus, parce que les scénarios sont multiples, les enjeux sont multiples. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions budgétaires, il y a des évolutions organisationnelles. Aujourd'hui, une structure, elle existe. Demain, elle est appelée à se développer davantage ou à diminuer ou voire disparaître. Avant, la structure informatique, elle n'était pas aussi prépondérante et dominante comme de nos jours. Maintenant, une structure informatique, c'est pratiquement le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière de la sécurité, il y a derrière de la gestion d'un parc informatique, il y a derrière le développement de tout type de développement, d'outils ou de solutions. Et donc, ces aspects-là, il faut être pris, il faut qu'ils soient pris en considération. Donc, en dernière phase, généralement, on définit nos besoins, on définit nos besoins et surtout, on définit le contenu de notre besoin. Parce que c'est bien beau de définir un besoin en qualité, en quantité, en ressources humaines futures, en qualification future, mais si on ne définit pas ce dont a besoin l'organisation, on échoue. Pourquoi? Parce que les missions, les activités, les compétences nécessaires, il faut qu'elles soient bien définies. Donc, le côté quantitatif, bien sûr, les effectifs requis, et bien sûr, avec les caractéristiques de chaque
population. Donc, en gros, en matière de démarche globale de développement RH, c'est, si vous voulez, c'est à travers ces actions de planification, ces actions d'identification, ces actions d'analyse, qu'on peut se projeter sur soi-même. Hein. La personne, en tant que cadre en poste, jeune diplômé ou primo-demandeur, ou même quelqu'un qui doit intégrer prochainement une organisation, forcément, elle se pose des questions. Et quand bien même en organisation, on a ce qu'on appelle le livret d'accueil, les RH sont maintenant outillés avec la mise à disposition du règlement intérieur, du livret d'accueil, d'une présentation ou même d'un programme d'induction dans certaines entreprises. Donc, on vous donne carrément un planning sur 2-3 semaines pour vous intégrer et pour connaître les activités de l'entreprise que vous intégrez. Donc tout cela, l'action de planifier, elle est ancrée en nous. De nos jours, on ne peut plus faire un pas en avant sans, il faut juste voir l'environnement dans lequel on est maintenant. Donc, au mois de février, personne ne pouvait dire qu'on allait passer à du e-learning à 100%, à des webinars pour tout, pour pratiquement tout, à du télétravail à un pourcentage très très élevé. C'est vrai que dans certains pays, le télétravail existait déjà, mais dans d'autres pays, il n'existait pas du tout. Et donc, la force d'adaptation à cet environnement dans lequel on est, et puis moi, l'un des conseils que je peux donner aujourd'hui aux gens qui nous suivent, c'est de ne jamais se dire que ouais, il n'y a rien, non, les sociétés ne recrutent pas, de toute façon ça ne sert à rien que j'envoie mon CV, ça ne sert à rien de… Non, bien au contraire, dites-vous qu'en temps de crise, il y a beaucoup de sociétés qui émergent, il y a beaucoup de petits métiers qui émergent aussi, l'activité, elle ne s'arrête jamais. Justement, une crise peut avoir justement la naissance de nouvelles compétences, de nouveaux métiers, et l'entreprise doit s'adapter et doit continuer à exister au sein d'une crise. Donc, justement, peut-être que les profils vont changer, mais les recrutements, ils seront. Ah oui, je suis très, j'allais dire, comment on dit, je perds mes mots, Yasmine. Je suis très confiant. Je suis très confiant sur le futur du marché du travail. Pourquoi? Parce que la locomotive, c'est ça, c'est le marché du travail. Il est poussé par cette volonté de bien faire de chacun de nous. Donc, le chef d'entreprise à son niveau, l'État à son niveau, le législateur à son niveau, et nous, en tant qu'acteurs, en tant que DRH, en tant qu'experts, en tant que recruteurs, et chacun de nous apporte sa petite pierre à l'édifice qui va permettre à une relance et qui va permettre à l'ouverture de perspectives pour tout type de demande. Donc, je pense que les perspectives sont là et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut jamais dire que ça sert à rien parce que ça sert. Maintenant, rares sont les sociétés qui classent les CV pour les classer. Non. Au contraire, on filtre les CV et on détecte toujours les potentiels et on invite les gens pour des entrevues, ne serait-ce que pour mettre des noms sur des CV et se préparer pour les actions futures. Donc voilà.
le mot que je voulais dire à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Oui. Donc, voilà. Donc, il faut être positif et Oui. aussi, il faut continuer à travailler sur soi Oui. et Oui. aussi à notre niveau, comme tu l'as expliqué, à justement à s'adapter à cette situation en nous développant personnellement et en développant justement les nouvelles compétences requises et en s'adaptant à ces nouveaux modes qu'a engendré justement cette crise. Donc, je te remercie infiniment pour ton intervention, Rabah. Je te propose de passer aux questions des participants. Oui. Donc, on va commencer par la question d'Ahmed Ouaret qui dit quelles sont les principales erreurs que les gens commettent en essayant de développer leur carrière? Les principales erreurs que commettent les gens, c'est une bonne question. C'est une question très pertinente. Exactement. D'abord, c'est d'essayer d'aller trop vite. Quand on va trop vite, forcément, il y a des choses qu'on ne touche pas. Je donne un exemple. Si on est jeune cadre dans les finances, dans les RH, dans le marketing, voilà. Si en étant débutant, on n'a pas touché à tous les aspects du métier et on aspire à un poste de manager rapidement, on n'a pas géré des situations conflictuelles, on n'a pas eu à travailler en sous-groupe pour voir comment un groupe évolue. Et donc, on rate des choses qui, par la suite, qu'on peut payer en étant manager. Il y a là aussi l'absence de vision. On prend ce qu'on nous propose. C'est une des erreurs que commettent les personnes quand elles veulent évoluer rapidement. Donc, c'est l'une des erreurs. Donc, quand bien même elle est dans une ligne métier donnée, mais elle prend quand même ce qu'on lui propose. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Ne pas prendre pour prendre. Si on n'a pas derrière un objectif, une vision, qu'on ait réellement envie d'avoir cette position, on ne prend pas forcément. Et l'une des erreurs aussi, c'est de courir derrière l'argent. Courir derrière la promotion pour l'argent et pas pour se développer, pas pour s'épanouir, pas pour apporter une contribution réelle, c'est-à-dire au détriment de tous les autres aspects qui peuvent aussi jouer un grand rôle. Hein. J'en ai vu beaucoup qui venaient avec des expériences de 6-7 mois et même pas une année et qui cherchent des postes de manager. Donc, et dans le poste de manager, il ne faut pas oublier que l'interpersonnel est très important. La gestion du groupe est extrêmement sensible. Et rien que ces deux points-là, savoir tirer les gens vers le haut, savoir agir par ordre de priorité, tous ces aspects-là doivent être au moins vécus, au moins on va pas dire maîtrisés parce que on ne maîtrise jamais à 100% la chose, mais au moins qu'on ait vécu différentes situations qui nous ont ensuite permis de voir. En gros, ces trois critères. Maintenant, la liste, elle n'est pas arrêtée. Hein, mais... Exactement. Elle n'est pas exhaustive. Donc, tout dépend de l'expérience de chacun, j'imagine, ou de la vision de chacun par la suite. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, c'est-à-dire être en concurrence, il faut être en concurrence avec soi, pas avec autrui. C'est-à-dire l'objet, pour bien évoluer professionnellement, c'est de se dire chaque jour, qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois encore, quels sont les points que je dois encore améliorer au quotidien. Donc, c'est des aspects extrêmement importants pour ne pas tomber dans des pièges
les mauvais choix de carrière. Très bien, très bien. Aussi, on a une autre question de Mustafa Mjahed qui nous dit est-il possible et souhaitable d'avoir un profil professionnel multiple? Et donc, est-ce que la polyvalence est un gage d'évolution dans sa carrière? Est-ce que la polyvalence est un gage? Un gage d'évolution. Est-ce que le fait d'être polyvalent, d'avoir fait peut-être plusieurs métiers, d'avoir eu plusieurs expériences différentes et multiples dans sa carrière, est-ce que c'est des indicateurs qui peuvent nous pousser à être, par exemple, privilégiés, à avoir des postes de responsabilité peut-être plus rapidement? Est-ce qu'on est plus qualifié que d'autres personnes qui veulent atteindre justement les mêmes postes? Oui, je dirais dans l'absolu oui, mais il faut faire attention. Trop de polyvalence tue la polyvalence. Hein. D'accord. C'est-à-dire que quand bien même on a touché plusieurs domaines d'activité dans sa carrière, il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est quoi? Le fil conducteur, c'est l'affirmation de soi. Le fil conducteur, c'est savoir exploiter cette polyvalence. Dans un sens, dans une vision claire. Même si moi j'ai fait, je donne un exemple, j'ai été commerçant, j'ai été entrepreneur, ensuite j'ai travaillé en entreprise et j'ai travaillé en tant que commercial, en tant que dans l'administration aussi. Au bout d'un moment, on se perd un peu quand on voit que la personne, elle a touché à tout sans se spécialiser dans quelque chose. Mais toutes les théories de management modernes convergent sur qu'il y ait de la polyvalence, si vous voulez, smart. C'est la polyvalence qui peaufine le profil psychologique, qui peaufine le profil professionnel. On est dans les achats. Si on n'a pas des notions dans le magasinage, dans la gestion des magasins, dans la gestion des contrats, dans la gestion des espaces, des notions aussi dans le commercial, dans la négociation, voilà. Donc, et tout en ayant un relationnel interpersonnel sain. Pourquoi? Parce que quand on est dans les achats, on négocie beaucoup. Et savoir négocier, et quand on achète bien, généralement, on vend comme on veut. Donc, je ne sais pas si aussi j'ai répondu à la question. Mustafa Mjahed, est-ce que vous pouvez nous confirmer, excusez-moi, si là-bas a été clair? Donc, il dit donc le mot-clé, le fil conducteur et l'affirmation de soi. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça démarre de cette volonté individuelle de se dire qu'on maîtrise pas mal de domaines, mais qu'on est là dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, maintenant, ensuite l'entreprise, l'organisation, si elle veut de moi dans cette trajectoire, moi je suis là. Maintenant, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens aussi. Exactement. Et donc, généralement, on exploite beaucoup les gens qui sont polyvalents. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils nous apportent cette aisance et cette fluidité à gérer des dossiers des fois complexes. Hein. D'accord, exactement. Donc, Mustafa te dit, je vous remercie, la réponse est très pertinente. Très bien. Alors là, on a aussi une autre question. Là, ça concerne les jeunes diplômés. Donc, il y a Soumia qui nous dit quelles sont les erreurs à éviter en tant que jeune diplômé en cherchant un premier emploi et quels conseils avez-vous à donner aux étudiants fraîchement diplômés justement pour trouver l'emploi qui nous correspond? Donc, Yasmine, s'il te plaît, juste pour que je ne perde pas le fil, la deuxième question, tu me la relances, comme ça je ne vais pas… La deuxième question. Donc, quel conseil avez-vous à donner aux étudiants fraîchement diplômés pour trouver un emploi?
Bon, tu veux qu'on commence par la première pour les conseils? Oui, on commence par les conseils, ensuite on va vers les erreurs à éviter. Bon, les conseils que je donne aux jeunes diplômés, après plus de 15 ans dans le recrutement, notamment dans des campagnes où je recrutais de jeunes diplômés, c'est de dire, c'est d'être clair d'abord dans sa démarche. D'accord. Clair dans sa démarche, ça veut dire que moi j'attends du jeune diplômé qui sache ce qu'il veut. Il ne dépose pas son CV pour déposer son CV. Oui, quand on est en recherche active, on envoie son CV, mais attention à ne pas accepter tout ce qu'on nous propose. Et ensuite, surtout en entretien, c'est-à-dire il faut tabler sur les points forts. Tabler sur les points forts, c'est-à-dire que tout le monde vous dira que on a été débutant quelque part, un jour de notre vie, on a débuté. Donc, personne n'est né expert. Donc, vous axez votre argumentaire, généralement, sur vos travaux de fin d'études. Attention, c'est un exercice très, très pertinent quand la personne sait exposer avec méthodologie le travail qu'elle a accompli en étant étudiant. C'est-à-dire, j'ai géré la mise en place d'une solution informatique, j'ai opté pour telle méthode de travail, avec telle organisation, avec tel outil, pour ensuite aboutir en me basant sur des notions théoriques telles et telles et telles, et une expérience de tel et tel pour aboutir à tel et tel résultat. Donc la méthodologie, elle est très, très, très importante pour les recruteurs. C'est ce qui attire d'ailleurs l'attention des recruteurs, mis à part le dynamisme et la motivation qu'on lit dans les yeux des candidats ou des jeunes diplômés. Il y a aussi l'aspect présentation. L'aspect présentation, il est là, c'est ce qu'on surveille, nous, les recruteurs, c'est ce qu'on voit. La présentation, il y a aussi l'élocution. Quand la personne parle, elle sait parler, elle sait faire des temps d'arrêt pour écouter, elle sait répondre, c'est-à-dire que tout cela, c'est un bien-être qu'il faut travailler. Il faut travailler, pourquoi? Parce que tout se travaille de nos jours. Et on a des exemples concrets partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dire qu'une personne ou qu'un jeune diplômé ne peut pas trouver de modèle ou de ligne de conduite à avoir. Donc, c'est aussi un point très, très important. Donc, bonne présentation, bonne élocution, tabler sur ses prérequis, les prérequis théoriques, avec les ateliers pratiques qu'on a fait. Parce que c'est vous, c'est ça. Vous, c'est ça. Votre CV, il s'arrête là. Ça ne veut pas dire que c'est pas une tare. C'est ni une tare ni un problème. Vous êtes primo-demandeur, vous êtes jeune diplômé. Donc, capitalisez votre argumentaire et sur ces prérequis-là, sur ces qualités-là. Voilà un petit peu les conseils. Et bien sûr, s'informer sur ses futurs employeurs, rester à l'écoute de l'actualité, rester à l'écoute de toute innovation en matière, puisque maintenant, les évolutions IT et digitales sont prédominantes, et donc il faut toujours rester branché, comme on dit. Exactement. Surtout que la plupart des entreprises maintenant s'exposent sur les réseaux sociaux et sur les réseaux professionnels. Donc justement, l'accès à l'information de l'entreprise, je pense, est devenu très, très facile. Oui, effectivement. Voilà. Donc,
La première La question. première question, c'était quelles sont les erreurs à éviter en tant que jeune diplômé qui recherche un premier emploi? Ah, les erreurs, c'est que c'est les erreurs à éviter en tant que jeune diplômé. J'en ai déjà dit avant, mais à mon sens, l'une des erreurs qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire que, que le fait de déposer sa candidature suffit pour obtenir un job. Ou se dire que j'ai envoyé, ça y est, j'attends un retour. Non, il faut faire des rappels, il faut persévérer, il faut utiliser tous les canaux. Même si on dépose par voie électronique, on peut aussi déposer au niveau de l'entreprise quand on sait qu'il y a de la demande. Euh, il ne faut pas qu'il y ait un excès de confiance en soi. L'excès de confiance en soi, il est des fois mal perçu par les recruteurs. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur de soucis en dynamique de groupe. Donc, généralement, les gens qui ont un excès en confiance en soi, voire de la prétention, ils vivent mal en groupe et les recruteurs les évitent. Sauf pour certains métiers, hein, sauf pour certains métiers. Par exemple, dans le commercial, on opte toujours pour celui qui a utilisé n'importe quel moyen pour atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que dans le profil de commercial, on cherche les personnes qui sont constamment derrière la recherche de solutions. Exactement. Voilà, mais sinon moi je dirais surtout ce qu'il faut faire, c'est être soi-même, capitaliser et axer sur ses prérequis et surtout rester à l'écoute, rester à l'écoute, c'est extrêmement important. Parfait, 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 Rabah. Merci beaucoup. Là, on a une question aussi de Eminate Mokhtar qui nous demande, pouvez-vous nous donner quelques conseils par rapport aux candidats ayant déjà un certain nombre d'années d'expérience et qui souhaitent avoir une carrière à l'international? Un certain nombre d'années d'expérience, c'est-à-dire? Donc, c'est une personne qui a capitalisé un certain nombre d'années d'expérience, mais qui voudrait évoluer à l'étranger. Donc, quels sont tes conseils pour ce type de profil-là? Donc, Eminate Mokhtar, est-ce que vous pouvez nous donner, donc là, il a dit une douzaine d'années d'expérience. Donc, une douzaine d'années d'expérience, c'est déjà un beau capital, hein? Oui. C'est déjà un beau capital d'expérience, hein? Maintenant, les expériences à l'international, d'abord, il y a le multilinguisme, donc il faut être polyglotte, j'allais dire. Il faut parler au minimum une troisième langue quand on est bilingue. Quand on est bilingue arabe-français, on doit au moins parler anglais couramment. On doit être fluent en anglais, comme on dit. Oui. Il faut faire attention à la dimension multiculturelle parce que quand on veut aller vers l'international, il faut s'attendre à travailler avec des gens vraiment différents de nous, dont la culture est vraiment différente, et s'attendre aussi à cette contrainte. Pourquoi? Parce que c'est une réelle contrainte pour avoir vécu ça en multinational. Donc, avoir la dimension linguistique, la dimension multiculturelle, multiculturel, et bien sûr, de nos jours, s'abonner dans tous les hubs où il y a des opportunités à l'international. Les hubs, c'est-à-dire que là où il y a des forums de discussion où les gens interagissent et on voit que les interactions sont vraiment, c'est-à-dire au-delà du côté humain, elles sont vraiment diverses. Donc, essayer de débattre avec des gens qui sont différents de nous et
et à essayer de discuter de différents points et à affirmer ses points de vue. Maintenant, sur le plan développement à l'international, il se trouve que quand on a capitalisé une expérience, maintenant on est en poste et on a, attention, on a une réputation, qu'on soit en société nationale ou en société privée algérienne ou en multinationale, les gens vous observent. Et une évaluation à 360 degrés serait vraiment la bienvenue. C'est-à-dire que se faire évaluer par son environnement, alors environnement, donc c'est tout, hein, son responsable, son collaborateur, son subalterne, son DG, son RH, son client, son fournisseur, donc c'est l'analyse et l'évaluation à 360 degrés qui, d'abord, vous permettront de vous connaître davantage et de voir s'il y a vraiment des points d'amélioration pour aller ensuite, avec sa candidature, postuler à des postes à l'international. Mais la dimension internationale, elle passe d'abord par une dimension régionale. Attention. Il faut d'abord avoir géré un réseau en local, un réseau en national, pour avoir, déjà quand on prend par exemple en Algérie, moi je me souviens quand j'étais dans le domaine bancaire ou dans les assurances, je n'avais pas le même discours avec les gens de l'Ouest qu'avec les gens de l'Est, encore moins avec les gens du Sud, étant donné que le réseau était étalé, et donc je devais à chaque fois, si vous voulez, adapter mon discours à la région. Ça, ce n'est qu'en local, c'est-à-dire en Algérie. Et donc, développer ce volet de la communication interpersonnelle de façon à tout prendre avec philosophie. Pas accepter tout, mais savoir faire face aux situations qui vont vraiment être inédites. Hein, et je pèse mes mots, hein, c'est inédite. Hein. Très, très bien. Très, très bien. Donc, là, on va demander à justement à Aminat Mokhtar si la réponse a été claire pour lui. Nous allons prendre une dernière question de Mohamed Lamine Kharjaja qui nous dit comment réagir après avoir senti que mon développement dans mon domaine en tant qu'ingénieur stagne. La cause est la décroissance des activités au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, comment il doit réagir face à ça et justement penser à aller de l'avant dans sa carrière. Donc, il est dans quel environnement? Public, privé, multinational? Il peut nous dire au moins pour qu'on puisse apporter une réponse? Oui, bien sûr. Hein, Mohamed Lamine, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant l'environnement de travail, donc il dit privé? Donc, l'environnement privé, de nos jours, c'est l'environnement le plus complexe. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de privés qui ne se basent pas sur c'est-à-dire dans leur mode de management, sur des bases scientifiques communément admises. Donc, il y a beaucoup de subjectifs, il y a beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup d'injustices des fois. Et malheureusement, des ingénieurs, surtout dans des domaines pointus, en DAIA, en informatique ou autres, se retrouvent, si vous voulez, bloqués par une situation donnée ou par une personne ou par carrément toute une organisation qui n'arrive pas à s'adapter à sa vision des choses. Pourquoi? Parce que peut-être que l'organisation n'est pas assez mature et lui, il est, si vous voulez, en avance un peu sur son temps, sur la vision de son manager aussi. Pourquoi? Parce que surtout dans l'ingénierie, c'est-à-dire que les choses sont claires. Les objectifs
les objectifs métiers, ils sont définis avec une précision qui est quand même assez importante, assez précise. Donc, comment faire? Généralement, vous savez, l'être humain, en cas de conflit, ou bien il fait face au conflit. Il fait face, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Ça, c'est les personnes, j'allais dire, les plus fortes sur le plan mental. Ou bien il peut stagner et rester. Ses compétences sont enfouies. Il est là, sans être là, et il n'apporte rien à l'organisation. Ou bien il choisit la troisième voie, c'est la fuite. C'est la fuite, c'est-à-dire changer d'environnement, changer de métier. Et là aussi, si au bout d'un moment on n'arrête pas de changer, c'est qu'il faut se remettre en cause. Hein. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans une situation donnée, c'est vrai qu'on est le middle management, il est constamment dans cette optique. Et il est constamment à l'affût d'une opportunité. C'est-à-dire, c'est comme ça, dans la courbe de Gauss, ceux qui sont dans le middle management, ils attendent toujours l'opportunité qu'elle se présente. Maintenant, si c'est un problème individuel, si c'est un problème personnel avec son responsable hiérarchique, il faut gérer ça avec son responsable hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a la procédure administrative qui est communément admise. La personne peut interpeller 1, 2, 3, 4 fois son responsable hiérarchique. Elle peut aller la voir, elle peut demander d'aller la voir et d'essayer de crever l'abcès, d'essayer de voir ce qui ne va pas. Et généralement, après avoir crevé l'abcès avec son responsable hiérarchique, c'est-à-dire que là, on est plus ou moins fixé. C'est-à-dire, on sait ou bien on est devant quelqu'un qui est buté, donc il vous dit, écoutez, moi, je vous vois comme ça, et ce ne sera pas autrement pour les 3 prochaines années. Moi, j'ai vécu cette situation. Hein. Je vous dis pourquoi j'ai vécu cette situation. J'avais un cadre commercial qui était super bon et qui venait me voir pour me dire que il faut que j'évolue, j'ai besoin d'évoluer, mon profil me permettra forcément d'évoluer et tout. Et c'est même parti plus haut, c'est-à-dire que c'est parti vers la direction générale. Et le directeur général a eu le mauvais réflexe de dire, écoutez, pour le moment, dans les prochaines 3 années, vous serez à ce poste-là. Pour prétendre à quelque chose, il va falloir patienter encore 3 ans. Et bien, 3 ans après, la personne, elle était responsable dans une autre société. Parce qu'elle avait postulé pour un poste de responsabilité et elle a été acceptée et maintenant elle s'épanouit. Et je vous dis ça parce que je suis toujours en contact avec cette personne. Donc, c'est pour ça que les obstacles, j'allais dire, ils sont faits pour être ou bien, c'est-à-dire on passe outre, on fait avec, ou on les gère en attendant des jours meilleurs. Très bien. Voilà, en gros, mais sinon, généralement, comme c'est personnel, il faut vraiment voir avec la hiérarchie pour aplanir le souci. Très bien, très très bien. Parfait, parfait. Donc, Mohamed Lamine te remercie. Je pense que la réponse a été claire et pertinente, Rabah. Parfait. Ben, écoute, Rabah, on a balayé en fait toutes les questions de nos participants. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour la qualité de ton intervention. Je remercie également nos participants de nous avoir rejoints aujourd'hui lors de ce webinaire. Oui. Et je remercie aussi les sponsors de cette initiative depuis le mois de septembre, qui est Danone Jordura Algérie. Donc, je te laisse le mot de la fin, Rabah. Donc, le mot de la fin, ça sera, comme je disais à mes candidats,
c'est go ahead. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il ne faut jamais regarder derrière. Et je viens juste de me rappeler qu'il y avait un point qu'on n'a pas touché. Si tu as une minute, Yasmine, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tout ce qui est changement de trajectoire de carrière. Oui. Je sais que c'est la préoccupation de pas mal de personnes. Exactement. Les personnes-là doivent comprendre que le changement, il se prépare, il se communique, il ne se décrète jamais. On ne dit jamais à quelqu'un que ça y est, on a décidé, il faut que tu fasses ceci et cela à partir d'aujourd'hui. Non, il faut d'abord se préparer, communiquer. Et en matière de gestion des carrières, nous, par exemple, dans les pays développés, on a ce qu'on appelle le congé formation qui permet à une personne qui est en poste de prétendre à une formation pour ensuite changer de ligne métier ou changer de trajectoire de carrière. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, mais on peut quand même parer à cette insuffisance en nous préparant nous-mêmes et en faisant nous-mêmes l'effort d'aller, de se préparer ou de se former, je ne sais pas, en cours du soir, durant le week-end, quand on est dans une structure plate, d'aller voir les autres structures, qu'est-ce qu'elles font, pour essayer de s'imprégner. Et ensuite, préparer ce changement de trajectoire. Donc, bon, voilà, dans l'ensemble, maintenant, peut-être qu'on aura l'occasion de développer ça dans une autre. Oui, bah, écoute, je t'invite à revenir, à passer justement par notre plateforme webinaire quand tu veux. S'il y a d'autres thématiques qui te tiennent à cœur et que tu voudrais partager avec nos candidats. Donc, marhaba bik. Très bien. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe Emploatic. On va commencer par toi, Yasmine, puisque tu es ma vis-à-vis aujourd'hui. Mais je crois que toute l'équipe Emploatic mérite d'être encouragée et mérite de valoriser toute la contribution qu'elle apporte à la fois au marché du travail et à la sphère économique. Et je dis à nos followers, comme on les appelle maintenant, bon courage, bonne continuation. Et merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, de mon côté, je vous dis à très, très bientôt dans nos prochains webinaires. On aura beaucoup de surprises, beaucoup de thématiques qui seront très inspirantes, Inch'Allah. Donc, je vous dis d'ici là, portez-vous bien et à très, très bientôt. Salam. Au revoir. Merci.